à tous, ravi d'être là et ravi de modérer ce dernier panel. Nous sommes aujourd'hui, on a passé 2 journées ensemble, 2 journées riches grâce à l'UM6P et vos sports avec l'appui de la Fédération royale marocaine de football pour ce beau sommet, ce premier sommet de World Football Summit à Rabat. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble de Legacy. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment qu'on voit loin, qu'on ne voit pas à 2030, qu'on voit bien plus loin que 2030. Ce qui est important, alors plusieurs panels ont évoqué la legacy. Aujourd'hui, on va essayer de parler de legacy de manière très concrète, au-delà des concepts et au-delà d'une intention de simplement cocher une case. On sait que la FIFA accorde une importance grandissante à la legacy. On l'a vu dans les éditions précédentes des World Football Cups. Aujourd'hui, il va falloir faire plus que cocher une case, plus que prévoir un rapport a posteriori, mais penser véritablement l'avenir du football et l'avenir de notre nation et l'avenir continental. Alors cette ambition, bien sûr, s'inscrit dans les hautes orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui a fait du sport un catalyseur de cohésion, d'élévation sociale et de rayonnement international. Elle trouve aussi un écho direct dans le nouveau modèle de développement, qui est finalement la trajectoire de développement qui a été donnée à notre nation et qui est axée à investir, qui nous appelle en fait à investir dans le capital humain, à réduire les inégalités sociales, à soutenir les nouvelles économies et à faire du Maroc un pays ouvert vers l'international. C'est dans cette continuité que nous posons aujourd'hui une question centrale. Comment déterrer des synergies entre acteurs, entre expériences, entre ambitions, et comment catalyser des transformations pérennes et durables pour notre pays, pour notre continent et pour l'humain, excusez du peu. Et pour ce faire, aujourd'hui, je suis entourée de deux personnalités importantes du monde du football. D'abord, Monsieur Mouad Haji, coordinateur général de la Fédération royale de football, qui a construit et qui a permis de construire le football marocain tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et Monsieur Rali Amrani, Executive Director Strategy and Analysis du Supreme Committee for Delivery and Legacy Qatar 2022. Si vous le voulez bien, messieurs, merci pour votre temps. Nous allons passer maintenant au round de discussion et de questions. Et étant donné qu'aujourd'hui, là, on est en train de clôturer ce sommet, nous allons prendre une liberté en fin de séance et nous vous donnerons la possibilité de poser vos questions à cette audience de grande qualité, si vous le voulez bien. Alors, pour ouvrir cette discussion, j'ai l'honneur de me tourner vers Monsieur Haji. Vous êtes au cœur de la stratégie portée par la Fédération et vous avez, comme je l'ai dit, contribué à positionner le Maroc sur la carte mondiale du football. Bravo, d'abord. Comment faire en sorte, Monsieur Haji, que 2030 serve une dynamique de transformation des territoires, en ligne avec ce qu'a demandé le nouveau modèle de développement et en cohérence avec les autres orientations que nous a précisées Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste? Merci déjà EvoSport et World Football Summit pour l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui de pouvoir discuter d'un événement aussi important que la Coupe du Monde 2030. Bien sûr, quand on parle de Coupe du Monde 2030, c'est tous les périples qui vont nous mener à cette Coupe du Monde, en passant par des événements aussi importants qu'une Coupe d'Afrique féminine, mais aussi une Coupe d'Afrique masculine, une deuxième édition de Coupe d'Afrique féminine en 2026, pour vous dire aujourd'hui que le Maroc est devenu, à l'instar du dernier slogan porté par l'Office national marocain du tourisme, terre de football. Et donc, comme tu l'as si bien dit, Kenza, sous la vision éclairée de Sa Majesté Lainsro, le Maroc n'a pas attendu 2030 pour mettre en place les différentes stratégies sectorielles qui ont débuté depuis une vingtaine d'années. Et cet événement de Coupe du Monde vient, et tous ces événements à travers cette trajectoire 2030 viennent en véritable catalyseur et en véritable incubateur de ces stratégies sectorielles.
Donc, il est important aujourd'hui de voir que cette Coupe du Monde a été réfléchie il y a des années de telle façon à ce qu'on puisse être en ligne avec l'héritage. Un héritage se construit bien avant de prendre la décision de pouvoir candidater pour un événement. Et ce fut le cas pour le Maroc. Et pour ne parler que depuis 2014 et l'avènement de M. Rkja à la tête de la Fédération royale marocaine de football, qui a mis en place, bien sûr, toujours sous cette vision éclairée du souverain, un programme qui a commencé par mettre en place un programme infrastructurel qui s'est avéré très, très important, qui a permis aujourd'hui de mettre le Maroc dans la sphère infrastructurelle sportive mondiale à la tête. Et donc, c'est ce qui a permis par la suite de pouvoir abriter plusieurs compétitions, aussi bien continentales que mondiales. Donc, en parallèle avec toute l'infrastructure, il a été dans cette vision permis d'avoir un responsable, en l'occurrence M. Fouzi Rkja, accéder à des postes de responsabilité au niveau des instances continentales et par la suite mondiale, parce qu'il ne faut pas se le cacher, il faut toujours être à côté et voir quelles sont les initiatives, où va le football au niveau mondial, au niveau politique mondial, et ce qui a été fait. Et donc ce cheminement a permis aujourd'hui de voir le Maroc porter une place qui correspond évidemment à tous ces efforts qui ont été entrepris depuis des années, qui ont permis de le placer à travers et de pouvoir candidater pour un événement aussi important que cette Coupe du Monde 2030. Donc ce n'est pas le fruit d'un hasard, c'est le fruit d'une persévérance, c'est le fruit d'une vision qui est là depuis des années et qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir avoir le privilège d'organiser une Coupe du Monde, mais bien sûr avant une Coupe d'Afrique. Et comme l'a si bien dit le président hier en phase introductive, nous portons cette candidature qui est unique en son genre puisqu'elle réunit 2 continents avec la casquette africaine. Nous sommes aujourd'hui une candidature on ne sait plus en candidature, excusez-moi parce que je suis toujours dans, mais aujourd'hui en organisation avec la responsabilité d'un continent qui est celui de l'Afrique, pour être ce pont civilisationnel, comme l'a si bien dit Sa Majesté dans ses messages, entre une jeunesse africaine et une jeunesse européenne, et de rapprocher les civilisations. Et donc, on est heureux aujourd'hui d'être ces acteurs présents. On a la chance, comme nous tous, aujourd'hui, de pouvoir être présents dans cet événement aussi important qu'une Coupe du Monde. Merci, Mouad. Un appel et une fierté nationale, absolument. Monsieur Amrani, je me tourne vers vous. Based on your experience, how can legacy initiatives be designed to deliver inclusive and equitable benefits across different categories, different communities, and different sectors in your point of view? Thank you. Thank you for the question, Kenza. I'm very happy to be here and an honor to be speaking alongside my brother Mouad. As a proud Moroccan as well, that's music to my ears, what he just mentioned. From my experience in Qatar, one of the main pillars that, again, Mouad mentioned is always to think about legacy as a foundation and not as an aftermath or something that happens at a later stage. So there are some obvious reasons for this, what everyone knows as white elephants, but it's also very important to be able to move forward as efficiently as possible, and always keeping in mind that, like for Qatar in 2022, Morocco 2030 is not the end of the road. It's actually just using the World Cup as a catalyst to socially and economically diversify while building local talent and capacity. And this is very important. One of the other items that we did back in Qatar to ensure inclusiveness and enough capacity was the creation of 2 very important initiatives. One was called Jusor Institute, Jisr, again, bridge in Arabic. I mentioned it yesterday in the education panel, which allowed us to basically educate educators and bring
a large number of individuals in Qatar and provide them with the necessary knowledge and expertise to go themselves and form other people and have a domino effect and be able to have enough individuals and enough expertise for the World Cup. And the second critical initiative was called Generation Amazing. And Generation Amazing was even more important in our eyes because it strategically targeted countries like Jordan, Palestine, Syria, and other countries in the region, which not only needed sport infrastructure, but also the ability to form some of their social leaders to provide them with a chance to grow and then go back to their village or city and be able to make a difference. So this really allowed us on the inclusiveness and social transformation factor. For the economic and the economical aspect, Qatar immediately from 2012, 2013, right after getting the rights for the World Cup, introduced what we call the Qatar National Vision 2030. This vision was based on 4 pillars: social, economic, human, and infrastructural, with, again, using the World Cup to accelerate things. For instance, the metro system and the road system was supposed to be finished around 2026. Thanks to the World Cup, it was finished in 22. Some of the schools and other partnership with universities were supposed to finish at a later stage, and all this was accelerated. So legacy has to always be a central theme for any mega event host. And alhamdulillah, thankfully, Morocco is already on the right path as presented by my brother Muad. Amazing, thank you. Actually, you're one of the very few experts, Ali, who has lived actually this legacy theme from strategy to execution. And you rightly said actually that this requires a lot of forward planning, but you are probably very well positioned to tell us what are the best lessons that down the road, actually 2 years down the road, the best lessons actually that Qatar got from the legacy standpoint that we could benefit from, us as Moroccans. Can you share with us your perspective? Of course. Again, like mentioned by Muad, the key is to start planning early on. Morocco is where it is today, not by luck. It was under the vision of His Majesty, and it was a long-term plan that started 20 years ago. We did exactly the same in Doha with the Asian Games that were hosted in 2006, and the bidding for it that was in the early 2000s. So you see again the timing gap. Legacy building is not done overnight. It takes a long time, a lot of efforts. It requires also alignment between the various stakeholders, and it requires a push from the leaders, which is the case here in Morocco as well, to really push forward and have a unified vision. What we did again in Qatar that I could see from my eyes post World Cup is that we had a clear plan, not only for the infrastructure and the stadiums. So, for instance, every single stadium, we went and met with the communities, with the people living around that area. We asked them, what do you need? Some said, we need a school. Some others said, we need a mall. Some others said, we need an Olympic swimming pool, a park. So each of these stadiums were then designed to cater for also those requirements so that post-World Cup, again, there is a certain use for all these venues. On the workforce and social infrastructure, people, which is the most important and agile infrastructure, we made sure that we implemented programs for local talent. For people, I mean, again, Qatar is a small population, is around 400 to 450,000 Qataris for a few million expats. Morocco is quite different. We have the number of people. Now is a matter of how we use these numbers to integrate them into the planning to, again, deliver the best ever World Cup, Inshallah. Magnifique. Monsieur Haji, je me tourne vers vous. Après cette belle expérience de Qatar, selon vous, quel mécanisme de gouvernance devrait-on mettre en place au Maroc pour assurer un pilotage
extraordinaire de l'ensemble des compétitions qui arrivent pour permettre une legacy finalement pérenne, durable et transformationnelle. Avant de parler, excusez-moi, avant de parler du type de gouvernance, permettez-moi déjà de parler. Il y a eu des termes hier qui ont été prononcés à l'ouverture qui sont essentiels. On parlait d'investissement infrastructurel, mais on a surtout parlé d'investissement immatériel. Et je pense que l'un des points les plus importants aujourd'hui qu'on peut attendre, par exemple, au niveau du Maroc, en termes de legacy, c'est cet investissement immatériel. Je peux vous donner à côté, j'ai mon collègue, mon frère Radi et son frère aussi Hicham, qui sont un investissement immatériel extraordinaire et donc avec une compétence aujourd'hui qui s'exporte aussi bien au Qatar et en Arabie Saoudite, qui sont une fierté aujourd'hui marocaine. Je parle d'un exemple de management sportif, mais il y a énormément aujourd'hui d'exemples à travers le monde en investissement immatériel. Donc cet événement est l'occasion de faire en sorte que l'ensemble de la jeunesse marocaine puisse s'accaparer cet événement pour en faire véritablement un espoir pour un avenir meilleur. Nous sommes en comité en train de travailler sur un certain nombre de formations en lien avec les besoins du fan, de telle manière à identifier ces besoins. En face des besoins, il y aura des métiers et nous aurons bien sûr, avec toutes les parties prenantes, le devoir et l'obligation de former ces générations du futur. Pourquoi les former ? Tout d'abord, puisque en matière infrastructurelle, en matière d'investissement immatériel, nous aurons une opportunité post-Coupe du Monde et peut-être avant de pouvoir concurrencer des destinations qui sont des destinations importantes aujourd'hui en termes d'accueil d'événements footballistiques. Je citerai par exemple le sud de l'Espagne, le sud du Portugal, mais aussi la Turquie. Et donc, après, avec tout ce qui se fait aujourd'hui en matière infrastructurelle, les aéroports, la mobilité, toute la mobilité, nous avons tous entendu parler d'un objectif, par exemple au niveau de la RAM, de tripler sa capacité en appareil, de passer de 60, je me trompe, à 200. Donc, c'est des éléments qui vont nous permettre de voir un avenir évidemment porteur de nouvelles niches d'emploi pour ces jeunes. Et nous avons vu à quel point l'expérience et l'aventure extraordinaire que celle qu'on a vécue au Qatar 2022, comment elle a impacté aujourd'hui, bien sûr avec d'autres mesures qui ont été initiées bien avant, l'avancée en matière de réception de touristes, puisqu'aujourd'hui, on est à quelques 17 millions, si je me trompe, d'arrivées de tourisme. Et bien sûr, cette opportunité, ces événements vont nous permettre, bien sûr, d'accélérer nos objectifs en termes de délai, mais en termes aussi quantitatifs. En termes de gouvernance, bien sûr, il est essentiel. Tout événement, tout développement ne peut se faire qu'avec une gouvernance appropriée. Donc, nous devons accompagner tout cela par de la gouvernance à tous les niveaux. Au niveau, je parlerai uniquement sur le volet sportif aujourd'hui. Nous sommes conscients au niveau de la fédération et le président et son comité exécutif qu'il va falloir absolument accompagner les clubs au niveau local pour avoir une gouvernance. Et on en parlait hier, il y avait un panel avec Monseb Khriat et un certain nombre de panélistes concernant la gouvernance des clubs. Donc il faut absolument qu'on soit au rendez-vous aussi en termes de gouvernance à ce niveau-là. Faire en sorte aussi que le football puisse être cette locomotive qui mène à bon port aussi les autres fédérations de telle manière. Il y a certainement le fait que le football draine beaucoup d'investissements, mais il y a aussi des volontés, il y a aussi des stratégies. Et je commencerai par donner un seul exemple. À l'arrivée du président Fouzi El-Kja, sur l'infrastructure, il y avait différents partenaires qui étaient dans l'infrastructure sportive. L'idée
était très simple. L'investissement lui-même n'a pas été augmenté d'une manière, en tout cas au début, d'une manière exponentielle. Mais l'idée était très simple, c'est de faire un pot commun et faire en sorte que tout ce qui se faisait à travers soit les collectivités locales, soit le ministère du sport, tout ça le mettre dans un pot global avec une vision, avec l'identification d'un cahier de charge précis, de telle manière à pouvoir mettre en place une infrastructure qui puisse être pérenne, qui puisse être conforme aux standards internationaux et qui permettent aujourd'hui. Nous avons un championnat aujourd'hui en matière de broadcasting, en matière qui se mène sur des pelouses extraordinaires avec des impératifs qui correspondent aux impératifs internationaux. Donc, en termes de gouvernance, nous avons l'obligation aujourd'hui de nous conformer aux obligations et aux exigences internationales et ne plus se suffire de ce qui se passe aujourd'hui, en termes sportifs, je dis bien. Et ce qui, j'imagine, sera central finalement dans cette gouvernance, si je me rappelle bien, il y a une phrase qui est essentielle, hein, qui dit que la seule stratégie qu'on voit, c'est l'exécution qu'on voit sur les terrains. C'est la transformation de ces, et on va dire la traduction de cette ambition dans les différents territoires. On a 6 villes hôtes, c'est autant d'opportunités de développement et j'imagine que cette gouvernance devra être pensée tant en centrale qu'au niveau local et s'assurer que finalement, main dans la main, les différents territoires, les différentes régions travaillent ensemble pour s'assurer qu'au final, le citoyen y gagne, n'est-ce pas? C'est exactement le cas aujourd'hui, puisqu'il y a eu une importance considérable qui a été donnée aux villes hôtes, puisque nous-mêmes, en petit comité, je vois ici, il y a Adil, on a fait un passage à travers les 6 villes hôtes, avec des workshops, avec des ateliers spécialisés pour pouvoir exactement expliquer quelles sont les attentes aujourd'hui de la FIFA, les attentes de la CAF par rapport à ces événements. Et bien sûr, aujourd'hui, les villes hôtes ont déjà commencé des programmes de mise en place d'infrastructures et de certains aménagements qui puissent correspondre aujourd'hui à une vision 2030 et au-delà de 2030. Il ne faut pas s'arrêter à 2030. 2030, nécessairement, est une étape très importante, mais nous avons l'ambition d'aller, bien sûr, au-delà. Et j'espère qu'on aura d'autres événements au-delà de 2030. Merci, merci Moed. Turning to you, Rally. Please, can you share with us some examples from Qatar that show how sports can be linked with innovation, with education, or with social change beyond the stadiums? Can you share with us very concrete examples that can inspire us? We had, well, during the World Cup, we had for the first time what is called sensory rooms in 3 of our stadiums, which was a very innovative process, allowing individuals with the various sorts of disabilities or autism to be able to attend matches. It was also the first time that we implemented commentary for visually impaired and also deaf individuals. So we had innovation was at the center of our tournament. It was also one of our main pillars. It was the first time that, for example, we had only one media center because of the compact nature of the tournament. Now for 2030, it will definitely be a different story, and I'm sure my brother Muad will have more information on this, but it's all about fitting and using the capabilities of your country for the best. Morocco is known worldwide for its authenticity, for its culture, richness, tourism, people being very welcoming. Those are the themes that we also used in Qatar as the Arab culture, very family-oriented country, secure country. So we really try to use all those various attributes to our benefit. What we did as well is that we used technology a lot. We had what we call the Haya card, which was your visa-free access to the country, which provided you with various discounts, which provided you with technology to be able to know what to do. We used push notifications to tell individuals, the metro system is down. It wasn't the case. I'm just mentioning an example. Or to say use X entrance if your ticket is located in Y location.
So we really try to use as much as possible technology while having really a souci du détail, really being detail-oriented. Of course, Morocco did incredible. So we focused on what the typical Moroccan fan likes, and we try to make sure, for example, that they could sit together to encourage the national team. So it's really about leveraging on technology, using the natural benefits of the country, but also keeping a nice flavor to it. So Brazil had Rio de Janeiro and had Copacabana. Moscow was really good and very efficient in terms of organization, and they had the Red Square. Qatar, we had the various souks. We had also the Corniche, and we had state-of-the-art facilities. So I think this is the way it should be done also in the future and in Morocco, inshallah. Excellent. Well, I think it's time to make you participate. On a la chance d'être à la fin du panel, donc on prend quelques libertés avec le planning agréé, n'est-ce pas? Avec votre autorisation, messieurs. Est-ce que l'audience a des questions à nos invités? Alors, je vous demanderai de vous présenter et ensuite de poser la question à nos invités, si vous le voulez bien. Merci beaucoup et toutes mes félicitations aux deux panélistes, à mon ami Mouad Jamil Faye du Sénégal, et félicitations aussi à M. Amrani. On ne se connaît pas, je suis très ami à votre frère, donc voilà. Moi, je voudrais poser une question spécifique à Mouad. Je dis Mouad, je ferme les yeux, je suis à la fin de la Coupe du Monde 2030 et on est à 1 mois, 2 mois. Vous vous asseyez avec le comité d'organisation pour faire le débrief et vous retiendrez quoi si vous fermez les yeux? Vous voyez quoi pour le Maroc? Vous voyez quoi pour le football africain? Et vous voyez quoi pour l'Afrique aujourd'hui en termes de legacy pour cette Coupe du Monde? C'est-à-dire, quelle est aujourd'hui la vision du Maroc pour faire de sorte que cette Coupe du Monde, quand elle sera finie, qu'elle soit vraiment, je ne sais pas le mot que je peux utiliser, mais je veux dire regretter, que les gens regrettent que ce soit fini, quoi. Quel est ce moment, ce leg que vous pensez laisser pour le football et pour le continent à la fin de la Coupe du Monde en 2030? Déjà, merci Jamil, merci cher ami. C'est une question à laquelle je pense très souvent. Très souvent. Je m'imagine en fin de parcours, fin 2030, quelles seront nos appréciations positives et négatives par rapport à tout ça. Je pense positif, c'est de mener à bon port déjà ce projet merveilleux. Ce projet, qu'il ne faut pas l'oublier, est un projet qui est tripartite, qui a une connotation par rapport aux autres événements mondiaux, qui ont des aspects, je dirais, qui dépassent largement le football. Puisque, comme je le disais en introduction, nous sommes aujourd'hui porteurs d'une organisation au nom de l'Afrique et avec un poids supplémentaire de faire en sorte que le post-2030, il y ait plus de compréhension entre les peuples d'Afrique et les peuples d'Europe, qu'on puisse demain être heureux d'avoir contribué à notre petit niveau, de faire en sorte que ce pont civilisationnel puisse marcher dans les deux sens, qu'on puisse être fier d'une Afrique qui regorge de talents aujourd'hui, qui n'a pas eu suffisamment de chances et d'opportunités pour pouvoir le démontrer. Je pense que c'est l'élément le plus important, qu'on puisse être fier de cette responsabilité que nous donne aujourd'hui l'Afrique pour la représenter, pour être au meilleur de l'image qui est celle d'une Afrique ouverte, pas celle qu'on veut donner à travers les médias avec des gens qui risquent toute leur vie pour pouvoir passer de l'autre côté. On serait fiers de voir à ce qu'il y ait des échanges de compréhension entre les différentes, en tout cas les différents peuples
ce soit des deux côtés de la Méditerranée, je pense que ce serait le plus grand gain qu'on pourrait gagner à travers cette Coupe du Monde. Et deuxièmement, de voir cette jeunesse marocaine, africaine, se retrouver, avoir de l'espoir et que cet espoir-là ne puisse pas être déçu. Ça serait le plus grand échec, à mon avis, de pouvoir rêver un avenir meilleur à travers ces événements et que le pouvoir magique du football, on le connaît tous, puisse vraiment jouer le jeu et être cet espoir pour cette jeunesse. C'est ça les deux éléments les plus importants. Et si je peux me permettre aussi, Jamil, parce que la question elle est vraiment très bonne. Moi, je l'ai vécu justement. J'ai passé plus de 10 ans sur le projet Qatar 2022. Donc je peux vous dire que le 19 décembre 2022, je m'en souviendrai toute ma vie. Et c'était vraiment un feeling incroyable. Et comme Mouad l'a si bien dit, l'objectif qu'il vient de mentionner est extraordinaire. De notre côté, c'était de représenter la communauté arabe et de montrer que un petit pays par la taille pouvait aussi organiser un mondial exceptionnel. C'était l'opportunité de montrer que le Qatar et le Moyen-Orient en général n'est pas juste les puits de pétrole et le désert, comme c'est souvent montré dans les différents médias. On s'est énormément fait taper dessus pendant une dizaine d'années, mais on a montré de quoi on était capable. Et comme Mouad l'a si bien dit, et je le souhaite au Maroc, Inch'Allah, qui est mon pays, d'avoir ce feeling extraordinaire de bridge the gap entre les deux côtés de la Méditerranée. Ça serait extraordinaire. Merci, messieurs. Une deuxième question par ici, si vous permettez. Merci pour cette intervention de qualité, Monsieur Hajji, Monsieur Lamarani. Je suis Anwar Azelmat. J'ai cofondé avec mon associé à ma gauche une entreprise qui s'appelle Menbicha et qui opère dans le recrutement, notamment en mettant en relation les entreprises basées au Maroc avec les jeunes talents qui opèrent en Europe. Donc nous assurons un petit pont. Et nous souhaitons savoir aujourd'hui, dans le cadre de cet grand événement que nous organisons, que le Maroc s'apprête à organiser, si on était prêt en matière de capital humain à faire de cet événement un réussite et que faites-vous concrètement pour qu'on soit prêt? Merci. Merci pour la question très importante. On a parlé tout à l'heure de capital humain et d'investissement dans l'humain et dans les différents métiers en lien avec cette Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde aujourd'hui, comme on l'a si bien dit et tout le monde le dit, est au-delà d'un stade de football. Cette Coupe du Monde, c'est aussi un accompagnement, un incubateur des différentes stratégies, non seulement sectorielles, mais aussi sociales. Notre pays aujourd'hui, ces dernières années, a eu un accompagnement social très important. Très important, au niveau, par exemple, sur la généralisation je sortirai un peu des sentiers footballistiques et sportifs, accompagnement grâce à la volonté et à la vision de Sa Majesté, un accompagnement social très important, puisqu'on a vu la généralisation de la couverture médicale à toutes les franges de la population. Sa Majesté aussi, lors de nombreuses occasions, n'a cessé de rappeler qu'il fallait que cette Coupe du Monde soit une Coupe du Monde qui soit inclusive. Et ces mots sont très importants parce que nous considérons, et j'ai donné tout à l'heure l'exemple de Rally et de Hicham, nous aimerions que toutes les bonnes potentialités, les bonnes intentions des Marocains du monde, de tous les Marocains, quand je dis le monde, ça veut dire le Maroc, puissent être aujourd'hui, non seulement, on ne veut pas qu'ils restent spectateurs, on veut qu'ils soient acteurs de ces événements qui sont en train de se passer au Maroc. Et nous ferons le tout, bien sûr, sous l'orientation de Sa Majesté, pour faire en sorte de les intégrer dans cet événement important, puisque le travail est énorme. Tout à l'heure, je vous parlais des besoins et des métiers qu'il y a en face. Essayez d'imaginer tous les métiers qu'on devra mettre en place pour pouvoir répondre aux besoins de ces fans, pour pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions et pour qu'ils puissent, et c'est là l'objectif,
passer le plus de temps au Maroc et surtout de revenir au Maroc par la suite. Nous devons aujourd'hui, il est facile de mettre en place de l'infrastructure, mais il faut accompagner cette infrastructure par une qualité de service irréprochable. Le Maroc regorge de potentialités culturelles, artistiques, et nous avons un savoir-faire exceptionnel, marocain et africain. Il faut qu'on mette tout ça, il faut qu'on ait les occasions, il faut qu'on ait les potentialités et les ressources pour mettre en valeur tout ça, et on fera en sorte, je ne veux pas dire qu'on va intégrer les 50 millions ou plus qu'il y a à travers le monde, ça serait peut-être être trop prétentieux, mais on mettra à disposition toutes les mesures pour mettre en place, je dirais, un navire qui prendrait un maximum de personnes pour aller à bon port. Et chacun aura la responsabilité qui est la sienne de pouvoir intervenir, de pouvoir intégrer et de pouvoir donner ce qu'il peut donner à ces événements importants. Merci, Monsieur Haji. Nous arrivons pratiquement au terme de ce panel. Je vous redonnerai la parole, si vous le voulez bien, pour un dernier mot avant de conclure ce panel. Rally, peut-être? Écoutez, de mon côté, je ne pense pas que je vais pouvoir ajouter plus à ce que Mouad vient de mentionner. Je dirais juste que, à mon humble avis, ayant été encore une fois impliqué sur Qatar 2022 pour plus d'une dizaine d'années, que le Maroc est vraiment dans la bonne direction. Même le feeling général par rapport à l'Espagne et au Portugal est que le Maroc est quand même très avancé. Et beaucoup plus avancé que certaines personnes auraient cru, et aussi que la grosse différence aussi avec le Qatar est que, encore une fois, j'ai mentionné, le Qatar a une population de 450 000 locaux, on est plus de 35 millions, dont 10 qui sont aussi à l'étranger. Donc il y a vraiment un rôle pour chacun, une opportunité pour chacun, et je vais juste réitérer que je suis extrêmement fier. Il fait bon d'être marocain en ce moment, donc let's just put it this way. Merci. Alhamdoulilah. Moi, je voudrais, c'est aussi l'occasion de remercier l'autorité suprême de Legacy Qatari, qui à chaque occasion n'a ménagé aucun effort pour nous donner toute l'assistance nécessaire. Ils ont été là sur plusieurs occasions, on a été sur des workshops concernant tout, ils ont toujours été très disponible pour pouvoir nous aider. C'est quelque chose qui est très important. Et donc, c'est une occasion aussi pour les remercier. Remercier les organisateurs de cette premier, j'espère pas le dernier, World Football Summit ici à Rabat, dans cette université qui prouve encore une fois extraordinaire, qui prouve encore le savoir-faire marocain et où est-ce qu'on peut aller au niveau du Maroc, et une fierté au niveau du Maroc. Et je pense que l'optimisme est de rigueur. Tout le monde aujourd'hui, comme disait Rally, il est bon d'être marocain, et je suis un Marocain parmi la cinquantaine de millions de Marocains aujourd'hui présents à travers le continent. Je suis fier d'appartenir à ce pays. On fera en sorte, fier d'appartenir au Maroc, fier d'appartenir à l'Afrique, et fier de pouvoir contribuer à mon petit niveau, à notre petit niveau, si on peut parler comité, pour pouvoir mettre cette petite pierre. Le Maroc n'est pas un Maroc qui a commencé avec la Coupe du Monde. C'est pas un Maroc qui va s'arrêter en Coupe du Monde. C'est un Maroc en marche. C'est un Maroc qui évolue à son rythme, avec tout ce qu'il y a de disponible. Mais c'est un Maroc fier, un Maroc qui échange, un Maroc qui reçoit en retour aussi. Et aujourd'hui, on peut être fier de ce qui a été accompli. Merci infiniment. Ce qu'on entend. Merci beaucoup. Et effectivement, ce que vous avez dit tous les deux et ce que vous avez appelé finalement, c'est vraiment un appel à notre sens profond, à notre marocanité profonde. Et ce que j'entends finalement, et je pense que ce que nous avons tous entendu, c'est que véritablement la Legacy, ce n'est pas juste un bonus de ces méga événements, c'est finalement le centre. Et on y voit une formidable opportunité finalement, non seulement de créer un prototype, un nouveau prototype de Legacy, en fait, une nouvelle manière de voir les choses, de nouveaux ponts vers de nouvelles synergies, de nouvelles transformations. Et finalement, c'est une opportunité, si je me permets, de créer un nouveau narratif individuel de ce
de voir différemment en fait ce qu'on est chacun. Oui, c'est possible. Et un nouveau narratif du Maroc, finalement. Donc c'est une nouvelle manière d'écrire l'histoire du Maroc. Et probablement que 2030 est un jalon. C'est pas une fin, c'est un jalon. Et probablement que si je peux me permettre, là où on aura gagné tous ensemble, c'est qu'en 2031, un enfant ou un adolescent ou un jeune se dira, dans ce monde, dans ce Maroc, dans ce monde, j'ai ma place, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ma place. Et ça sera Absolument. la réussite de nous tous. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci à vous tous. Merci à toi, Kenza. Merci.